Bonjour à tous, merci d'être venus encore nombreux sur cet événement AOS. Aujourd'hui, du coup, nous vous parlerons de la gouvernance sur Teams et on va vous faire une session à trois. Donc moi, je vais commencer sur la partie introduction de ce qu'est la gouvernance dans Teams et un petit peu des bases de ce sur quoi repose Teams. Derrière, Sébastien et Julien enchaîneront pour vous parler plus en détail de points spécifiques de la gouvernance. Et je serai de retour sur la partie conclusion. Comme à chaque session, la communauté AOS, c'est une communauté internationale de speakers français à la base. Et puis, ces dernières années, ça s'est un petit peu étoffé avec des speakers également anglo-saxons et anglophones. C'est beaucoup de sessions de partout dans le monde où habituellement on se déplace. Mais là, avec la crise sanitaire actuelle, beaucoup de sessions se font en mode online. Donc l'organisation en Nouvelle-Calédonie, toujours composée de nous quatre, Julien, Florian, Sébastien et moi-même, et toujours Patrick, qui est le fondateur de AOS, qui nous assiste et qui nous fournit pas mal de support à distance. Donc aujourd'hui, nous sommes sur la 5e session. Les 5 autres sessions, on est sur la 6e, pardon. Les 5 autres sessions sont disponibles sur la chaîne YouTube de l'AOS. Et celle d'aujourd'hui est également enregistrée et sera également mise à disposition courant du week-end, début de semaine prochaine, également sur la chaîne YouTube de l'AOS. Et vous pouvez les retrouver aussi dans l'équipe Teams qui a été créée pour les événements AOS Nouvelle-Calédonie, au niveau desquels Sébastien vous a tous invités normalement. Donc aujourd'hui, on va parler de gouvernance. Mais avant de vous parler de la gouvernance Teams, je voulais faire un petit centrer la discussion sur qu'est-ce que sont les challenges d'aujourd'hui, ce sur quoi est basé Microsoft Teams, avant de vous introduire du coup pourquoi est-ce qu'on a besoin de cette fameuse gouvernance. Donc les challenges qu'on a aujourd'hui, alors désolé, c'est une capture d'écran que j'ai piqué sur un des supports Microsoft, mais elle représente tout à fait ce que je voulais vous montrer. Les challenges d'aujourd'hui sont multiples. Aujourd'hui, une entreprise ne communique plus qu'en utilisant le mail ou qu'en utilisant SharePoint. On va vraiment être sur une utilisation de multiples outils, le chat, le mail, mais aussi la téléphonie, les meetings. Ça peut être des meetings en ligne comme aujourd'hui ou des meetings face-to-face. On va créer du contenu suite à ces rendez-vous dans le cadre de projets. On va consulter des sites sur l'intranet de notre entreprise ou des sites informatifs. Et dans le cadre de certaines entreprises, on va également avoir un réseau social d'entreprise. Tous ces usages-là, la problématique qu'on a, c'est ces usages peuvent se retrouver dans plein d'applications différentes. Et en règle générale, quand on n'est pas dans un environnement unifié, la problématique qu'on a, c'est que ces applications ne communiquent pas forcément entre elles, que ce soit pour de l'échange d'informations et de données, mais elles ne communiquent pas non plus pour la partie authentification. Donc le risque qu'on a, c'est d'avoir plusieurs logins mots de passe sur ces outils, on a du mal à les faire communiquer entre eux, du coup nos utilisateurs perdent du temps et on voit souvent le Shadow IT arriver. Donc Shadow IT, ça va être l'utilisation d'outils que les utilisateurs eux-mêmes, bien souvent, utilisent dans leur vie personnelle parce qu'ils trouvent plus simple. Ils les introduisent dans l'entreprise sans les faire passer par l'IT et on commence à avoir des outils non maîtrisés qui sont utilisés par nos utilisateurs. Donc ça, c'est le vrai challenge qu'on a et c'est un des challenges que la suite Office 365 est là pour répondre à cette problématique. Du coup, tous les éléments dont je vous ai parlé, le chat, les mails, la création de contenu, etc., il y a un produit qui existe dans la suite Office 365 pour ça. Dans le cadre de tout ce qui va être chat, discussion, équipe, etc., ça va être Teams. Dans le cadre du mail, ça va être Outlook et Exchange. Et dans le cadre, par exemple, du réseau social d'entreprise, ça va être Yammer. Sauf que ce qu'on ne voit pas, quand on utilise ces éléments-là, c'est que quand je crée une équipe Teams ou quand je vais créer un groupe dans mon Outlook, en réalité, derrière, il y a ce qu'on appelle un groupe Office 365 qui va être provisionné. Alors, j'en reparlerai un petit peu plus en détail dans les slides qui sont juste après. Mais ce fameux groupe Office 365 qui va être créé derrière, il faut vraiment voir ça comme une solution complète de collaboration. Ce qui va se passer en arrière-plan, ça va créer ce fameux groupe qui va me permettre aussi de gérer l'appartenance, la sécurité, les paramètres que je vais vouloir diffuser.
mais ça va aussi me fournir tout un jeu d'outils que je vais pouvoir utiliser en fonction des circonstances et des besoins de mes utilisateurs. Donc pour illustrer ça, hein, comment ça se passe? Bien souvent, votre utilisateur, il va créer un groupe dans un des outils. Dans le cadre de ma capture d'écran présente ici, on voit le logo Outlook. Donc dans Outlook, je suis à même de créer un groupe. Alors souvent, les utilisateurs prennent ça pour un groupe de distribution. En réalité, derrière, ça va nous créer un groupe Office 365. Donc eux, derrière, eux vont créer ce groupe-là dans Outlook. Et derrière, ce qui va se passer, c'est qu'un fameux groupe Office 365 va être déployé. Et vous voyez en dessous, il y a plusieurs petites icônes qui sont présentes. Et ces applications qu'on voit en bas, ça va être des services que je vais pouvoir utiliser au sein de mon groupe Office 365. Un élément très très important qui se passe, hein, c'est que l'identité de votre groupe, et là je parle juste un petit peu de technique, donc pour ceux qui sont plus métiers ou fonctionnels, c'est plus orienté hein, pour les administrateurs techniques. Derrière, ce qui va être créé, c'est une identité dans Azure AD. Donc, au niveau d'Azure Active Directory, il y a un groupe qui va être créé, et ce groupe va vous permettre de mettre les utilisateurs à l'intérieur et de configurer pas mal de paramètres. Dans ces paramètres-là, on en verra certains dans les slides suivants avec Sébastien et avec Julien, mais on pourrait par exemple configurer une appartenance automatique, de dire que toutes les personnes qui sont dans les RH sont automatiquement dans le groupe qu'on est en train de créer. On a la possibilité un petit peu de gérer finement ces groupes-là. Et en front-end, donc au niveau de vos utilisateurs, eux, ce qu'ils vont voir, c'est de multiples outils qui pourront leur être mis à disposition. Notre groupe Office 365, il va avoir une boîte aux lettres partagée, il va avoir un calendrier partagé. On va pouvoir lui greffer une équipe Teams, ce qui fait que on va pouvoir chatter, on va pouvoir s'échanger des fichiers au sein de cette équipe Teams et on va pouvoir greffer un planeur qui va nous permettre de planifier un projet, par exemple. Eh bien, tous ces outils-là, ils se basent sur cette notion de groupe Office 365. Donc, dans tout ce que vous ferez dans Office 365, vous ne pouvez pas vous détacher de cette notion de groupe Office 365. Un petit schéma qui récapitule un petit peu ce qui se passe quand je déploie un environnement, que ce soit depuis Teams, depuis SharePoint ou depuis Outlook. Vous retrouverez ces éléments-là sur jump to365.com. Vous voyez en bas du slide, il y a le nom du site. Donc ça, c'est un MVP qui a pris le temps de lister un petit peu tout ce qui était déployé lorsque je crée un groupe 365 en fonction des outils depuis lesquels je l'ai créé. Donc si très rapidement, on prend le cadre de Teams, donc Teams, c'est ce qui est en violet ici. Lorsque vous allez créer une équipe dans Teams, automatiquement, derrière, un groupe Office 365 va être déployé et vous allez pouvoir utiliser des forms, vous allez pouvoir utiliser un OneNote, vous allez pouvoir utiliser un planeur, vous allez avoir un espace Power BI qui va être déployé, vous allez aussi avoir un SharePoint site qui va être déployé, c'est notamment à cet endroit-là que seront stockées vos données, et vous allez pouvoir utiliser Stream. Stream qui est, on va dire, entre guillemets, le YouTube d'entreprise qui nous permet d'enregistrer la vidéo d'aujourd'hui et de pouvoir la diffuser dans notre équipe Teams, mais également dans un portail vidéo dédié à Stream. Donc vous voyez que quand je déploie une équipe dans Teams, je ne déploie pas que du Teams. Il y a toute une multitude d'outils qui sont à ma disposition et qui sont à la disposition des utilisateurs et bien entendu qui pourront consommer en fonction de leurs besoins. Et derrière, vous voyez en fonction des couleurs, vous pourrez reprendre cela après dans la vidéo ou dans les slides qu'on vous communiquera, mais en fonction de l'endroit où vous créez ce fameux groupe Office 365, vous allez avoir accès à certains outils dans un cas et à d'autres dans l'autre cas. Maintenant, pourquoi est-ce qu'on a besoin de cette gouvernance? Déjà, vous avez vu qu'il y a plein d'outils qui sont à notre disposition et potentiellement des usages différents. Et si je crée un planeur à un endroit, ça va me créer un groupe 365. Si je crée une équipe à un autre endroit, ça va aussi me créer un groupe 365. Et la problématique, c'est peut-être que mes utilisateurs vont la nommer de la même manière ou que l'usage final sera le même. Donc, on a besoin un petit peu de gouverner tout ça pour comprendre ce qui se passe et pour pouvoir, derrière, gérer nos identités. Je vous ai dit que le groupe Office 365 permettait à l'intérieur de mettre des membres, des administrateurs d'équipe, etc. Si on veut que ce soit un minimum maîtrisé dans notre société, il va falloir gérer ces fameuses identités. Il va falloir aussi gérer la façon dont on les crée, ces équipes.
Est-ce que j'ai un seul point d'entrée depuis lequel je peux le créer? Est-ce que je crée des modèles spécifiques en fonction de mes besoins, etc. Tout ça, si on ne veut pas que ça parte très rapidement un petit peu dans tous les sens, il va falloir un petit peu le cadrer, le canaliser. Pareil, comment est-ce que mes équipes sont configurées? Je vais peut-être avoir des équipes projets, je vais peut-être avoir des équipes plus institutionnelles, peut-être que je ne vais pas autoriser de supprimer les messages ou de mettre des smileys, etc. Tout ça, ça peut se gérer, ça peut se configurer, mais c'est notre gouvernance qui va venir un petit peu poser le cadre. Bien souvent, un élément qui est très important aussi, c'est le fameux cycle de vie. On est tous capables de créer des équipes par défaut dans Teams, hein. Il y a le bouton créer une nouvelle équipe, mais bien souvent, quand nos utilisateurs n'en ont plus besoin, ils ne pensent pas à faire le nettoyage de cette équipe-là, aller la supprimer, enlever les membres, etc., archiver l'équipe. Et bien ça, pareil, dans le cadre de la gouvernance, on va pouvoir un petit peu le régir, mettre des règles très très figées qui vont dire au bout de 6 mois, par exemple, une équipe projet va être archivée, et puis 3 mois après, si personne ne l'a consultée, elle va être supprimée. Un autre élément important de la gouvernance, ça va être le reporting. Quand on déploie un outil comme Teams, un élément très important, c'est l'adoption. Donc, on va avoir nativement dans les différentes interfaces d'administration des petits graphiques qui nous permettent de mesurer l'adoption toutes les semaines de notre utilisation, de notre adoption de l'outil. Mais on va aussi avoir des métriques d'utilisation. Je vois une petite erreur d'orthographe, désolé pour le Z à la place du S. Pareil, la métrique d'utilisation de Teams est très importante pour savoir quelle équipe va plus utiliser Teams. Peut-être c'est l'équipe RH, quels usages vont être principalement faits au sein de Teams. Donc on peut savoir si c'est plus du chat one-to-one, du chat de groupe ou bien du partage documentaire. Ces métriques-là sont à disposition et ça nous permet de gérer, nous, derrière notre communication et notre formation, si on veut un petit peu plus d'utilisation de Teams. Et enfin, une chose qui n'est pas forcément très bien mise en valeur dans Teams, c'est l'annuaire d'équipe, l'annuaire d'équipe qu'on a au sein de notre environnement Teams. Ça, c'est pas forcément très bien mis en avant. On verra que par le biais de tags qu'on peut mettre en place, de métadonnées qu'on peut mettre en place, on va pouvoir venir enrichir la création de nos équipes pour pouvoir derrière venir créer un petit peu cet annuaire d'espace de travail. Je terminerai par ce slide-là. Très rapidement, ça se regroupera dans 4 catégories. La gestion des externes. Comment est-ce que j'intègre mes personnes qui viennent de l'extérieur? Comment est-ce que j'organise mes équipes? Toute la fameuse configuration dont je vous parlais, sécurité, etc. Une grosse partie sera aussi le cycle de vie. Qu'est-ce que je fais dans la vie de mon équipe, la création, durée d'utilisation de mon équipe, puis après, suppression, archivage, etc. Et puis le dernier point global, c'est ce que je vous disais, le reporting, le suivi pour mesurer l'adoption et l'utilisation. Je pense que je suis pile poil dans les temps, Sébastien, donc je vais te laisser la main pour la partie organisation des équipes. Merci beaucoup, Sylvain. Sur la gestion des extérieurs, c'est un sujet qu'on a traité il y a de ça 2 semaines. C'était Florian qui l'avait traité. Donc, on ne va pas en reparler plus que ça aujourd'hui, mais l'idée, c'est simplement qu'il va falloir un moment décider de est-ce qu'on autorise les discussions avec des gens qui sont à l'extérieur de l'entreprise pour le volet conversation, et est-ce qu'on ouvre des teams, des équipes à des extérieurs, et si oui, quelles équipes et à quels extérieurs? Et on a vu lors de la session qu'on avait de multiples options pour faire tout ça. On pouvait faire des restrictions par domaine, on pouvait faire des restrictions par Teams, etc. Je vous invite pour ça à vous reporter à la vidéo de la conférence qu'avait donnée Florian. Et là, du coup, je vais m'atteler à vous expliquer la partie organisation des Teams. Alors, la première chose qu'on va faire, c'est très rudimentaire d'une certaine manière, mais comme on a très tôt fait de se retrouver avec des dizaines, voire des centaines d'équipes auxquelles on a accès, un minimum de nomenclature va nous permettre de nous y retrouver plus facilement. Donc pour ça, il y a un travail à faire en amont, il faut un peu se creuser les méninges. Vous voyez, une fois que vous avez laissé Teams un peu filer pendant les premières semaines ou les premiers mois, vous voyez un peu quels sont les types de Teams, en gros, quels sont les grands besoins si on devait découper tout ça au sein de l'entreprise. Qu'est-ce qu'on retrouve? Alors, par exemple, vous allez certainement avoir des teams qui sont dédiés au projet, des teams qui sont dédiés aux services, des teams qui sont dédiés aux communautés. Alors ça, c'est des exemples. Maintenant, voyez en fonction de ce que vous avez, vous, de la manière dont est organisée votre entreprise et dont le travail s'organise chez vous, trouvez les bons mots, essayez de trouver entre 3 et 5 catégories qui vont bien. Puis
Puis vous leur mettez des abréviations. Et puis, alors, si on n'a pas d'outils pour forcer la gouvernance, mais déjà, si on n'a pas d'outils, première chose, ben, vous allez nommer vos communautés et puis vous demandez aux gens, attention, quand tu crées un nouveau Teams, eh bien, tu vas rajouter ce trigramme-là, par exemple, pour indiquer que ça correspond à un projet. Ce qui fait que tout de suite, on va beaucoup plus facilement s'y retrouver quand on arrivera sur sa liste de Teams. Le but, c'est de gagner du temps quand on est en train d'interroger Teams et la liste des équipes auxquelles on peut avoir accès. Donc, si vous devez le faire, si vous n'avez pas d'outils, c'est ce que vous présentera tout à l'heure Julien pour forcer si vous n'avez pas d'outils pour forcer la gouvernance, voilà, vous pouvez au minimum le communiquer auprès des utilisateurs, faites une page SharePoint, faites un document et expliquez ça à vos utilisateurs. Ça, c'est vraiment le minimum du minimum. Okay. Qu'est-ce qu'on va pouvoir faire d'autre ensuite? Eh bien, par rapport aux différents types de besoins que vous auriez identifiés au sein de votre entreprise, vous allez pouvoir faire des modèles d'équipe. C'est un sujet qu'on avait détaillé, ça c'était la semaine dernière, lors du webinaire. Pourquoi ça va nous servir de faire comme ça des modèles d'équipe? Eh bien, c'est de s'assurer que quand un utilisateur va d'une équipe à une autre qui porte sur le même type de sujet, on retrouve à peu près le même type d'organisation. Ça vous permet de vous assurer que tout le monde travaille à peu près de la même manière, et puis ça peut vous permettre d'être plus efficace et de vous retrouver plus facilement l'information. De plus, ça va accélérer la création des équipes, c'est-à-dire que vos utilisateurs n'ont pas, chaque fois que je crée un nouveau projet, je n'ai pas à recréer à chaque fois les canaux à la main. Très rapidement, on l'avait montré, donc je ne vais pas y passer une demi-heure, mais on l'avait montré la semaine dernière. Vous cliquez comme pour créer une équipe, sauf que vous allez demander à la créer à partir d'eux, et puis vous sélectionnez une équipe, et vous sélectionnez ce que vous voulez avoir à l'intérieur. D'accord ? Ça, c'est dans l'hypothèse où vous créez manuellement vos équipes. On verra tout à l'heure, Julien vous en parlera, mais on va voir qu'on peut imaginer des choses beaucoup plus professionnelles, justement, autour de la création d'équipes et d'éviter d'avoir à faire ce petit travail-là à la main. Donc, on a parlé de la nomenclature, on a parlé de la création de modèles d'équipe, et puis on va s'intéresser à un autre sujet, qui est la manière de classer les équipes. Alors, pour les gens qui connaissaient déjà Teams, il y a quelques mois, il y avait une solution sur la base de balises où on pouvait en gros taguer. En anglais, le mot c'était les tags. On pouvait taguer les équipes. C'est une solution qui va être mise de côté par Microsoft dans l'avenir, donc je ne vous en parle pas plus. Juste retenez que si vous voyez des trucs qui parlent de balises, c'est plus trop ça l'avenir. On va s'intéresser désormais à quelque chose qui s'appelle les étiquettes, et notamment les étiquettes de confidentialité. Alors là, ça m'oblige à faire un petit crochet dans les explications, mais c'est parce que c'est quelque chose qui normalement a surtout attrait à la gestion de la sécurité dans Office 365 en général. Mais retenez que ces étiquettes de confidentialité, c'est quelque chose qui nécessite au minimum d'avoir de la licence E3 ou A3. D'accord ? Si vous êtes sur une licence type E1 ou F1, vous ne pouvez pas jouer avec. Mais par contre, dès que vous avez du E3, ça devient un super outil. Ça vous permet notamment, première chose, d'assurer de la sécurité. Et c'est pour ça que ça vient de la sécurité. Et on va voir que ça va nous servir ici à faire à la fois de la sécurité d'ailleurs, j'en parlerai un peu, et aussi à organiser les choses. Mais l'idée, c'est de pouvoir mettre un mot-clé, par exemple, pour dire ça, c'est du confidentiel dans l'entreprise. Et dès qu'on va pouvoir dire c'est du confidentiel, on va pouvoir, et ça, c'est vous qui avez la main, du moins, c'est l'administrateur de votre Office 365 qui a la main dessus. On va pouvoir dire OK, c'est du confidentiel. Donc, par exemple, si c'est confidentiel, je veux chiffrer les documents. L'impact de chiffrer les documents, c'est de pouvoir dire ce document-là, même si je le récupère sur mon poste, je le mets sur une clé USB, je pars à la maison avec. Alors à la maison, imaginons que je ne suis pas connecté sur Office 365 ou si je le passe à un collègue qui n'a pas mon login et mon mot de passe,
Eh bien, s'il essaie d'ouvrir le fichier Word, il n'y arrivera pas. Pourquoi? Parce que le document est chiffré de bout en bout. Et pour le déchiffrer, eh bien, il faut aller récupérer la clé de déchiffrement qui est associée à mon compte Office 365 dans l'annuaire d'Office 365. Donc, si je ne suis pas connecté, eh bien, je ne peux pas déchiffrer le document. D'accord? Donc, même si un pirate vient me voler le document, il partira avec quelque chose qu'il ne pourra pas déchiffrer. Et on parle de quelque chose en termes de chiffrement qui est à des années-lumière en termes de solidité par rapport à ce qu'on a connu avec, je mets un petit mot de passe sur mon fichier Word ou mon fichier Excel. Là, ce n'est pas du tout la même mécanique. Les mots de passe sur les fichiers Excel et les fichiers Word, avec les bons outils, ça peut se casser en quelques minutes. Là, on vous parle de quelque chose qui, il faut avoir à peu près les outils et les niveaux d'expertise d'un gouvernement pour arriver à casser ce genre de chiffrement. Et encore, là encore, ça leur prendra un bout de temps avant de le casser. C'est pas impossible à casser, c'est ce qu'il faut retenir, mais vous posez une sérieuse sécurité dessus. Ça, c'est très clairement le cas. Donc dire, par exemple, c'est du confidentiel, je vais chiffrer. Vous pouvez aller plus loin aussi en disant, par exemple, si c'est du document confidentiel, on peut pas, je vais bloquer l'impression, et ou je vais bloquer le copier-coller, et ou je vais bloquer la copie d'écran. Alors, la limite à ça, c'est que vous ne pouvez pas bloquer le fait que la personne prenne une photo avec son appareil mobile, par exemple, de l'écran. Mais en attendant, ça bloque toutes les autres manières de faire sortir le document. Ce que ça va pouvoir faire aussi, et vous le voyez ici, entouré en jaune, c'est le fait de pouvoir intégrer ce qu'on appelle le watermarking. En français, je n'ai pas le mot qui va bien pour ça. Filigrane. Merci. Filigrane, tout à fait. Pouvoir apposer du filigrane automatiquement sur les fichiers Word. Donc, si vous voulez marquer que c'est confidentiel, c'est marqué que c'est confidentiel. Okay. Pour les gens qui ont des licences EMS, alors si vous ne savez pas ce que c'est en gros, c'est le package quand Microsoft vous vend du Office 365. Il y a un petit truc à côté qui s'appelle EMS, qui est inclus quand vous achetez du Microsoft 365. Et si vous avez donc du MS ou du Microsoft 365, vous pouvez mettre en place sur vos postes utilisateurs un truc qui s'appelle Windows Information Protection. Et si vous mettez en place du Information Protection, par exemple, eh bien, les documents qui auraient été ainsi tagués comme étant confidentiels, vous ne pourrez plus, ou en tout cas vous pouvez décider de faire en sorte que ces documents ne puissent plus être copiés, par exemple, sur une clé USB, ou ne puissent plus être transférés sur un service tiers type Gmail, par exemple. D'accord ? Donc tout ça, c'est ce qui vous permet de faire une étiquette de confidentialité. Ces étiquettes de confidentialité, ça c'est un concept qui existe de manière générale dans Office 365. Je vais vous faire une petite démo très rapide de là où chercher si vous voulez aller jouer avec. Il y aura une slide tout à l'heure qui est dédiée là-dessus, mais si vous allez dans l'admin de votre Office 365, que vous alliez dans sécurité ou compliance, donc sécurité ou conformité, c'est la même chose dans ces deux-là, ici à gauche, ça vous amènera sur cette page-là, et dans la partie classification, vous avez quelque chose qui parle d'étiquette de confidentialité. Si vous êtes dans une version anglo-saxonne de l'interface, ça parle de labels. Okay, c'est voilà. Et donc, si vous êtes là-dessus, vous cliquez sur créer une étiquette, et vous allez justement voir lui donner un nom, pouvoir activer justement est-ce qu'on va chiffrer les documents, le marquage de contenu, etc. Je ne veux pas passer en détail toutes les options parce qu'on n'a pas le temps aujourd'hui, mais vous pouvez aller fouiller là-dedans. Ce qu'il faut retenir, c'est que vous créez votre étiquette. Donc là, vous voyez, par exemple, j'en ai créé plusieurs, des mots contractuels, etc., etc., et notamment groupe Office 365 confidentiel. Une fois que vous les avez créées, elles n'apparaîtront pas tout de suite. Il faut demander à les publier. Et une fois que vous les avez publiés, là encore, il faut attendre au bas mot 24 heures avant que ça apparaisse. Okay. Et quand vous les avez publiés, ça apparaîtra dans Excel, dans Word, dans PowerPoint, parce que vous pouvez manuellement taguer un document Word ou un document PowerPoint, ou un document Excel, qu'importe, comme étant, par exemple, confidentiel ou restreint, etc. Et pour chacun de ces étiquettes,
vous allez pouvoir créer une étiquette pour chacun des niveaux de confidentialité de l'entreprise, par exemple. Ou si vous avez des affaires de RGPD, vous pouvez créer une étiquette pour parler, pour dire, ça c'est de la donnée personnelle. Et à partir du moment où c'est tagué comme étant de la donnée personnelle, quelles sont les restrictions qui vont être apportées dessus. Une fois que vous avez fait ça, il n'empêche que, ça n'apparaîtra toujours pas du côté de Teams. Pourquoi? Parce que ce que je suis en train de vous montrer aujourd'hui, c'est encore en preview. Alors après, c'est pas très compliqué à activer. Ça demande je vous ai mis à disposition un script. Vous le lancez si vous êtes admin du tenant et ça activera le menu en question. Et quand vous utilisez ça sur du Teams, alors, première chose, c'est que ça va vous permettre déjà d'avoir bien un terme associé à votre Teams, et ça permet notamment de dire ça c'est du confidentiel, ça c'est du privé, ça c'est du public. Et ça va permettre en plus d'activer des options parmi ce que je vous ai montré tout à l'heure, notamment le chiffrement des documents. Mais ça permet en plus de porter d'autres restrictions spécifiques à Teams. Ça va vous permettre, par exemple, de dire, si c'est un Teams qui est confidentiel, on ne peut plus le partager avec des gens de l'extérieur. Vous apposez cette restriction en tant que DSI. Là, c'est du confidentiel. Il ne faut surtout pas que ça sorte. Donc là, même si on allait, par d'autres moyens, essayer de l'ouvrir à des extérieurs, parce que normalement, on a la main là-dessus, non, vous ne pouvez pas. Pourquoi? Parce que ça a été tagué comme étant du confidentiel au niveau du Teams. Et un Teams confidentiel, je peux dire, je ne veux pas que ça soit partagé avec l'extérieur. Vous allez aussi pouvoir faire en sorte que ce Teams ne soit pas accessible si c'est un périphérique qui n'est pas rattaché à votre Active Directory. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si je suis sur l'ordinateur de l'entreprise, je peux accéder à ce Teams. Par contre, si je suis avec mon périphérique perso, et ce périphérique perso, à aucun moment il a été rattaché à l'entreprise, pour éviter qu'il y ait des documents qui se retrouvent dans la nature, encore une fois, je vais bloquer l'accès au Teams qui pourrait être attaqué comme confidentiel. Et dernier point, on peut aussi forcer, c'est-à-dire que si je dis que c'est un Teams qui contient des choses confidentielles, je peux dire, dans ce cas-là, c'est pas un Teams qui est public au sein de l'entreprise, c'est forcément un Teams qui est privé. Voilà. Donc vous avez plein d'options en plus qui existent là-dedans. OK ? Et donc, ça, c'est pour la création des étiquettes, c'est ce que je vous ai montré à l'instant. Encore une fois, je ne vous fais pas un cours complet là-dessus parce qu'on n'a pas le temps. Ce n'est pas le plus intéressant aujourd'hui. Mais ce qui va être intéressant, par contre, c'est que quand vous allez vouloir créer un Teams, une fois que vous avez fait tourner le petit script que je vous ai donné il y a quelques instants, si je retourne ici dans mon Teams, d'accord, et que j'essaie de créer une équipe, j'ai un menu qu'on n'avait pas auparavant, créer une équipe à partir de zéro. J'ai un menu qui est ici, voilà, et qui me permet d'aller sélectionner une étiquette. D'accord? Vous retrouvez ici ce que je vous ai montré tout à l'heure, c'est-à-dire là, ma super étiquette données bancaires, code IBAN, groupe Office 35 confidentiel. C'est exactement les mêmes menus que je retrouve ici. D'accord? Et ça, tant que vous n'avez pas fait tourner le petit script, vous ne l'aurez pas. Et ça vous permet de pouvoir dire je veux que ce soit un groupe Office 365 confidentiel. Et vous voyez que parce que je viens de sélectionner que c'est un groupe Office 365 confidentiel, désormais, la seule chose que je puisse faire, c'est dire que c'est un groupe privé en termes de confidentialité. C'est un test Teams confidentiel. Je vais demander à le créer. Et en plus des restrictions que vous pourriez avoir sélectionnées, et ça, ces restrictions, elles se gèrent quand vous créez l'étiquette, donc dans l'admin Office 365, qu'est-ce qu'il va y avoir en plus pour celui-ci, pour pouvoir visuellement le distinguer des autres? Dès que j'arrive à l'intérieur du groupe, vous voyez, ici, en haut à droite, ça m'indique que c'est un groupe qui a été tagué avec groupe Office 365 confidentiel. Ce qu'il faut retenir en plus sur ces questions d'étiquette, c'est que vous ne pouvez, n'associer qu'une seule étiquette à votre équipe. D'accord ?
Là, vous le voyez sur la capture d'écran que je vous ai mise. Si vous essayez, encore une fois, je n'ai pas envie de vous faire la démo complète, mais faites-moi confiance, ça a été testé. Même si vous allez dans l'admin SharePoint pour dire c'est un Teams qu'on peut ouvrir aux extérieurs, et si vous avez associé l'étiquette et que vous avez dit que ça ne pouvait pas être justement ouvert aux extérieurs, eh bien vous verrez que quand vous essayez d'ajouter des membres, si vous essayez d'ajouter des membres qui sont des personnes qui sont à l'intérieur de votre entreprise, ça les trouvera. Et si vous essayez de mettre des gens qui ne font pas partie de l'entreprise, eh bien, en aucun cas, il ne saura les trouver. D'accord ? Donc, ça vous assure bien, comme ça, cette manière-là de sécuriser et aussi d'organiser d'une certaine manière pour dire, ben voilà, vous allez pouvoir définir plusieurs niveaux pour organiser vos Teams. OK ? Et ça apparaîtra clairement quand vous arrivez dans le Teams. Je suis dans du confidentiel, je suis dans du tag, je suis dans du public, je suis dans du privé, je suis dans l'interne, l'externe, etc. Ça, c'est une classification. Alors, quand vous êtes une grosse entreprise, généralement, c'est quelque chose qui est clairement spécifié. Il y a un document en interne qui le fait. Après, vous êtes une petite entreprise, vous vous mettez d'accord entre vous, dire, bah, allez, on va dire, il y a 3 niveaux. Il y a tout ce qui est public, qui est vraiment pas sensible. Il y a ce qu'on va considérer comme étant sensible, par exemple. Et sensible, ça veut juste dire que il faut y faire attention. Et on va dire que, par exemple, ça ne peut pas être partagé avec l'extérieur. Nous, on ne va pas forcément mettre en place un chiffrement sur les documents parce que ça peut être contraignant, le chiffrement sur les documents. Parce que parfois, on a envie justement de pouvoir sortir les documents. Et puis, on met un 3e niveau en place, niveau confidentiel, pour dire OK, c'est confidentiel, ça, je ne veux surtout pas que ça sorte. Et vous le faites en sorte que ça ne sorte en aucun cas. Voilà. Donc, voilà pour les manières d'organiser vos équipes. Ce qui pourrait être bien en plus, Sylvert, je crois que tu n'en as pas parlé, mais c'est d'avoir quelque chose d'un peu mieux que d'avoir simplement l'idée de filtrer la liste de vos équipes. C'est-à-dire que là, encore une fois, l'idée, c'est d'organiser les choses. Pour retrouver une équipe, parmi toutes les équipes auxquelles je peux avoir accès, dans Teams, vous avez une interface ici, vous cliquez sur le petit entonnoir, et puis vous dites, bah non, mais moi je veux un truc qui parle d'AOS, par exemple. Hop, ça me limite, tout de suite, je vois tout ce qui contient le mot AOS dans le titre, soit le titre de l'équipe, soit le titre du canal. D'accord, ça c'est très bien. Maintenant, quand vous en avez vraiment beaucoup, ça peut être plus efficace d'avoir ça au travers d'une espèce de liste. Pour les gens qui connaissent SharePoint, par exemple, dans une espèce de liste SharePoint. Sauf que par défaut, il n'y a rien qui permet de le faire. D'accord ? Par défaut, quand je crée un Teams, je n'ai pas une liste SharePoint qui est derrière. Donc, à moins qu'on ait décidé que c'est la DSI qui crée les Teams, et à chaque fois qu'elle crée un Teams, elle mettait une entrée dans une liste SharePoint, eh bien, j'ai pas cet élément-là. Donc, ce qui va être intéressant de faire, et c'est là ce qui me permet de faire la transition avec Julien, eh bien, c'est de s'assurer d'avoir un cycle de vie sur les Teams, et notamment d'automatiser la création des Teams. Oui, ça a été assez explicatif là-dessus. Et déjà, Julien, juste c'était le fameux annuaire dont je parlais. C'est vrai que cet annuaire-là, cette liste dont tu as parlé, n'est pas présente par défaut dans Teams. Et désolé, Julien, je te redonne tout de suite la main. Il n'y a pas de souci. Merci à tous les deux. Alors, moi, je vais reprendre la main. Je vais vous partager également mon écran. On est bon ? Royal. Super. Alors, sur le cycle de vie, effectivement, ce qui est important, ça a été évoqué par Sébastien et Sylver tout à l'heure, c'est cet aspect de création et également en termes de gouvernance. Ensuite, le Teams, l'équipe va vivre, va évoluer aussi avec le temps. Et puis, à un moment donné, il va peut-être falloir penser à l'archiver, en tout cas à la supprimer, de façon à ce qu'on n'ait pas une trop forte abondance de sites et une complexité à gérer tous ces sites-là. Donc, le cycle de vie, moi, je vais démarrer déjà par vous parler de la création. Et la première chose, comme vous pouvez le voir sur l'écran, c'est d'éviter les erreurs du passé. Aujourd'hui, une des grandes avancées, en tout cas avec Office ou SharePoint ou des services qu'on a en ligne, c'est cette capacité à donner la main à des utilisateurs de pouvoir répondre à leurs propres besoins avec des outils informatiques. Il y a eu d'autres sessions, et d'ailleurs, je crois que c'était Sylver qui avait démarré ça dans les premiers AOS. C'était de pouvoir éviter tout ce qui était Shadow IT, Système D,
parce que la DSI souvent n'est pas capable, dans le temps en tout cas estimé par l'utilisateur comme étant suffisamment court, pour pouvoir mettre à disposition des outils, donc va en fait se débrouiller en utilisant soit du Google Drive, des mails, du partage, du WeTransfer, etc. Donc l'idée, ça va être d'éviter un petit peu cette erreur-là en termes de gouvernance et donc de bien canaliser les utilisateurs vers les outils que vous leur mettez à disposition. Donc dans notre cas, Teams, la suite Office 365. Ça, c'est la première chose, c'est vraiment flécher les outils de façon à ce que tout le monde les utilise. Il en va de votre sécurité et puis également de la conformité avec les règles en place, comme on l'a vu sur la sécurité, la conformité de vos données. La deuxième chose à éviter, c'est effectivement toutes les files d'attente. Je pense que c'est arrivé à tout le monde d'envoyer un mail pour que soit créé sous une équipe ou même donner des droits sur un répertoire de fichiers, que ça prenne 2 jours, 3 jours, 4 jours. Or, quand on travaille, il n'y a rien de pire que d'attendre ne serait-ce qu'une demi-heure pour qu'un utilisateur qui vous a appelé retrouve enfin accès au fichier et puisse travailler avec les autres ou même vous l'envoyer pour en tout cas vous y ayez accès. Donc ça, c'est vraiment l'idée, c'est vraiment d'éviter ça, tout ce qui est Shadow IT, autres outils, bien flécher les idées et éviter effectivement qu'il y ait de l'attente. Alors du coup, dans le cadre de Teams, à qui laisser la main pour créer ces équipes? Si on regarde, on va avoir 4 catégories principalement de personnes. Corrige la petite faute ici. Voilà. Le service informatique. Alors effectivement, le service informatique est toujours connu pour essayer d'avoir un maximum de contrôle sur le parc informatique et éviter justement que les utilisateurs aillent ou créent, en tout cas utilisent d'autres outils. Donc ça, pour eux, c'est très très confortable. En revanche, les moins, c'est qu'en fait, au niveau de la rapidité d'exécution, ce que j'évoquais tout à l'heure, ça peut prendre du temps. Parce que voilà, il y a des tickets, il y a un système de tickets, il faut rentrer le ticket, il faut que le ticket soit reçu, notifié, que tous les tickets se mettent en place, et c'est une file, c'est traité après. Et donc, ça peut présenter un frein à l'adoption. On parlait Silver au démarrage. Donc, c'est un cas, j'ai envie de dire, qu'il faut peut-être éviter, et aujourd'hui, on a tous les outils pour pouvoir l'éviter. Donc, on va changer de casquette et on va se mettre, si c'était les responsables ou les chefs, ce qui se fait par ailleurs pour d'autres outils qui créent en fait les équipes. Donc là, quelque chose d'intéressant, c'est comment il y a une validation de la part des personnes pour créer. Donc on connaît la personne, le chef connaît la personne de son équipe pour pouvoir le faire. Et il y a aussi encore un petit delta sur la rapidité d'exécution. Un manager peut être souvent soit déjà en congé, mais peut être souvent en réunion ou en train de faire autre chose. Donc ça peut prendre du temps, alors qu'en général, aujourd'hui, on est de plus en plus en l'immédiateté, donc on a besoin des outils tout de suite. Donc, de la même façon, de façon moins peut-être forte, il y a quand même un petit frein à l'adoption sur ce cas d'usage si on laissait vraiment que les responsables le faire. Ensuite, on pourrait être sur des utilisateurs clés, un petit peu des power users, sensibilisés, des personnes identifiées, fléchées dans l'entreprise, qui eux pourraient être beaucoup plus réactifs, puisque ça pourrait faire partie d'ailleurs de leurs prérogatives, de leur périmètre de travail, et donc effectivement avec une rapidité d'exécution beaucoup plus que si c'était le service informatique ou le responsable qui le faisait. En revanche, la personne, elle, toutes les considérations IT dont parlait justement tout à l'heure Sébastien et Silver, elle serait complètement, elle, ce qui intéresse, c'est que ça marche, c'est du fonctionnel, donc tous les aspects abondance des équipes, on disait que ça crée des groupes, en fait ça crée aussi des sites SharePoint, etc. en arrière-plan, tout ça en fait c'est pas du tout de leur considération, et donc finalement le cycle de vie d'une application, ok, tu m'as demandé une équipe, je te la crée, il n'y a pas de problème, en plus je t'aime bien, donc je fais un petit peu tout ce que tu me demandes. Donc ça veut dire beaucoup moins de maîtrise en fait sur le périmètre IT, et donc sur vraiment cette abondance-là, et puis toutes les règles de nommage qu'on aurait pu voir avant, sauf avec les outils que je vais vous présenter juste derrière. Dernier cas, effectivement, à qui laisser la main? Tout le monde. Dans ce cas-là, effectivement, c'est génial, tout le monde peut créer une équipe. Là effectivement, il n'y a pas du tout aucun frein à l'adoption. En revanche, on va se retrouver avec énormément d'équipes, des personnes même qui vont être créées pour tester, pour échanger des choses entre eux, même leurs photos de vacances avec le collègue, etc. Et donc, ça va devenir un petit peu le Far West au niveau de vos équipes. Donc, l'idée, ça va être de pouvoir trouver un compromis, un juste milieu entre effectivement le temps de réponse de la DSI, et j'ai envie de dire de façon générale l'engorgement de la DSI. Aujourd'hui, on est plutôt dans une logique de délégation, de création
des espaces, même des espaces SharePoint, etc. Parce que c'est pas forcément la DSI techniquement de pouvoir le créer. Des utilisateurs ou des personnes identifiées peuvent le faire. Le compromis également avec le temps d'attente. Donc, combien de temps, par exemple, je fais une demande, en combien de temps on est censé, quel est celle-là finalement je dois voir là-dessus. Est-ce qu'une demi-heure pour les utilisateurs pour créer une équipe, c'est bon pour eux, ou est-ce que c'est déjà trop long? Éviter principalement aussi le shadow IT avec toutes les failles de sécurité qui peuvent se présenter. Et puis également, de l'autre côté, éviter tout ce qui va être le manque d'adhésion à l'outil, on va dire la surabondance de sites, en tout cas, on va dire un petit peu une croissance folle au niveau de vos équipes. Donc ça, c'est vraiment très important de voir où vous vous situez dans l'entreprise. Est-ce que vous laissez la main à vos utilisateurs ou à quelques utilisateurs authentifiés? On va voir ensemble qu'on peut aussi avoir un compromis un petit peu avec différentes choses, puisque l'objectif ensuite derrière, ça va être surtout de pouvoir aussi automatiser la création de ces équipes, mais également avec un contrôle sur le nommage, sur effectivement la sécurité, la classification, etc. Et ça, on peut faire beaucoup de choses pour essayer de trouver en fait une solution un petit peu mixte. Mais en tout cas, les considérations à avoir sont principalement toutes celles-là, et je pense que si je vous retire ça, ça sera plus joli. Voilà. Alors, par rapport à ce que je vous ai dit, effectivement, il y a déjà la première chose, c'est qui peut créer des équipes. Donc ça, c'est dans la continuité. Il faut savoir que directement dans Office 365, et notamment sur l'Azure Active Directory, vous avez une capacité à pouvoir dire quels sont les groupes de personnes, les membres qui peuvent créer des groupes Office 365 et donc restreindre véritablement à quelques utilisateurs. Tout à l'heure, je parlais dans ma slide précédente d'utilisateurs identifiés. Bah, typiquement, ça pourrait être donner en fait juste le droit à ces personnes-là de créer des groupes et donc des équipes Office 365. Alors, il y a un article qu'on met ici qui est ici présent dans les slides, qui vous ramènera vers une petite page qui est celle-là, qui vous explique en fait comment faire pour mettre en place ce genre de choses, et effectivement un petit peu de PowerShell, etc. Donc, c'est plutôt à l'administrateur de le faire. Ce n'est pas du tout quelque chose de fonctionnel. Mais en tout cas, c'est une première réponse pour limiter les créateurs d'équipes. La deuxième chose que vous pouvez faire, qui est souvent, c'est ce qu'on a mis en place, en tout cas chez NCIT, c'était le principe d'un workflow de création. L'idée, c'est justement de ne peut-être pas complètement verrouiller vos utilisateurs, mais de pouvoir garder quand même une certaine réactivité quant à la création de ces équipes. Alors, ça veut dire aussi de la modération potentiellement, et également flécher sur l'usage qu'on peut faire d'une équipe. Ça peut être que des projets internes, des projets externes. Alors, on va peut-être éviter les équipes à caractère un peu personnel, donc ça permet aussi d'avoir un filtre là-dessus. Donc, un principe d'un workflow de création, typiquement, c'est simplement proposer une interface à l'utilisateur. Alors, ça pourrait être du Power Apps, du Forms, ça pourrait être également du SharePoint, voilà, ou simplement un formulaire. Ensuite, c'est quelque chose que vous pouvez tout à fait orchestrer avec Power Automate, de façon à pouvoir récupérer en fait les données qui ont été faites lors de la soumission d'un formulaire Forms ou Power Apps ou SharePoint. Et ensuite, au niveau technique, vous avez plusieurs outils à votre disposition pour pouvoir le faire. En général, on va le faire avec l'API Graph, l'API Graph, c'est l'API qui permet en fait d'accéder à toutes les données globalement d'Office 365. En revanche, il vous faudra une licence Power Automate P1, donc sur du plan 1. Ensuite, vous avez d'autres possibilités de le faire, soit vers de l'Azure Functions, typiquement, si vous avez Azure, en tout cas un compte Azure avec une souscription Azure, de pouvoir faire une Azure Functions. Ça, c'était d'ailleurs une session qu'on avait faite lors de l'AOS Nouméa. Ça permet de faire exactement ce cas-là, ou créer une application interne. Ensuite, vous pouvez avoir quelque chose d'intermédiaire avec effectivement une notification vers un administrateur qui pourra, lui, le créer soit manuellement, soit le mieux, on va le voir après, avec un outil tiers qui va nous permettre en fait de pouvoir être en conformité avec toutes les règles de gouvernance sur la création d'un site. Ou alors, encore une fois, il y a certains outils tiers qui peuvent présenter des API et dans ce cas-là, attaquer directement les outils tiers automatiquement. Alors, sur les outils tiers, en fait, qui vont nous permettre justement de prendre un petit peu tout ce qu'ont évoqué Sébastien et Silver tout à l'heure, notamment sur les conventions de nommage,
et sur d'autres petits aspects, la confidentialité, etc. Il y a des outils tiers qui existent, qui permettent en fait de mettre en place justement ces workflows-là de création. Typiquement, là, ils sont listés sur l'écran, donc ShareGate Apricot, Powell Teams, Sales Team. Donc, je vais vous faire rapidement une petite présentation. Et vous avez aussi Halfpoint Cloud Governance qui existe. Donc, voilà, ce sont juste des outils comme ça. À regarder, chaque outil a vraiment des spécificités et peut répondre d'ailleurs à des choses beaucoup plus larges que simplement ce que je vais vous montrer là. Mais ce sont des petits outils qui vont vraiment vous permettre d'aller un petit peu plus loin dans votre gouvernance. Alors, typiquement, je vais remettre ici. Donc là, c'est SalesTeam. Alors, SalesTeam, en fait, c'est un outil, c'est une application directement accessible dans Teams qui charge un peu, voilà, qui va vous permettre, en fait, de pouvoir créer des catalogues de modèles. La semaine dernière, si je ne me trompe pas, Sébastien, tu as présenté justement la création d'équipes par modèle. Exact. Et donc, du coup, l'idée, c'est pour SalesTeam de pouvoir créer des modèles, mais vous allez voir, quand on va prendre, par exemple, ce que j'ai appelé une équipe simple ici, en fait, on va pouvoir créer des templates, mais en allant un petit peu plus loin que ce que permet, par défaut, en tout cas, la création, enfin, le client Teams. Notamment, vous allez avoir différentes conventions de nommage. On a plusieurs façons donc, de le faire. On peut le faire au niveau de l'Azure Active Directory. Je vous montre juste rapidement là. Si vous allez dans votre Azure AD, dans Groupe, ici, vous avez quelque chose qui s'appelle justement convention de nommage et sur lequel on peut faire en fait un certain nombre de choses. Voilà, ça c'est quelque chose, mais qui n'est pas suffisamment poussé. C'est pour ça que SalesTeam est intéressant à ce niveau-là. Je n'ai pas parlé plus que ça. Ouais, les conventions de nommage via l'Azure Directory, c'est très rudimentaire. C'est-à-dire que par exemple, on va mettre en préfixe le nom du département de la personne qui a créé le Teams. Moi, personnellement, j'avais joué avec. J'ai jamais vu un client l'utiliser en production. Je comprends ouais, pareil, c'est trop simple, trop simpliste. Les mots bloqués, à la limite, sont utiles, mais alors la convention de nommage, elle est vraiment très, très simpliste. Ça consiste à mettre des mots avant ou après le nom de l'équipe et même le choix de propriété qu'on a pour interagir avec ces fameux mots qu'on met avant ou après est très limité. C'est très, très light. Mais voilà, c'est pour ça que je le montrais ici. Et en fait, toute la valeur ajoutée justement d'un produit tel que SalesTeam, c'est qu'on va pouvoir avoir, comme on peut le voir ici, des choses qu'on va pouvoir mettre en suffixe, en préfixe, mais également qui vont pouvoir bouger parce que les suffixes et les préfixes sont de façon globale. Et ici, on va pouvoir, en fonction, effectivement, est-ce que c'est un projet, je mets proche, est-ce que c'est quelque chose d'externe, je vais pouvoir mettre externe, etc., etc. Et je vais pouvoir composer avec différents en fait, dynamiquement, en fait, différentes propriétés ici, qui sont inscrites dans la documentation. Donc voilà, on voit, il y a description, le display name, le name. Donc ça nous permet vraiment d'avoir un vrai contrôle sur, en tout cas, aussi bien les conventions de nommage de l'équipe que même après sur les mails également ou sur la description de l'équipe. Voilà. Donc c'est vraiment super, c'est vraiment quelque chose que fait très bien en tout cas SalesTeam. On a également des paramètres d'approbation que j'ai pas mis ici, pourquoi je l'ai pas là. Voilà, par exemple ici sur un site d'équipe. Ici, on est capable de dire voilà quelles sont les personnes qui peuvent approuver des demandes. Voilà, donc ça c'est pareil, ça peut être des choses, on disait les power users tout à l'heure, des demandes qui sont envoyées directement et qui ensuite j'irai ici dans mes demandes et j'aurai effectivement mes demandes en attente pour pouvoir créer les différentes équipes. Donc on a ce genre de choses dans les audiences, après on a de la sécurité un petit peu renforcée aussi ici pour les propriétaires permanents, les membres permanents, etc. Si effectivement vous voulez toujours qu'il y ait par exemple une personne ou un administrateur qui soit propriétaire, soit membre des équipes. Donc voilà l'exemple d'un produit très rapide, hein, parce que le produit fait d'autres choses, et puis il y a d'autres versions qui vont arriver qui font encore beaucoup plus de choses, mais d'outils tiers qui vous permettent en fait de pouvoir mettre en place un certain nombre de règles en fait de gouvernance rapidement, en tout cas pour vos Teams. Voilà. Est-ce qu'au niveau de la création d'un site, est-ce qu'il y a des questions? Non, j'ai juste une petite question. Oui. C'est effectivement les outils tiers, j'avais vu qu'on pouvait les ajouter. Par contre, on peut les ajouter seulement pour certaines personnes, pas pour toute l'organisation ou pas? Alors, au niveau de la gestion des applications, typiquement, c'est quelque chose sur lequel vous avez la main complètement dans l'administration de Teams.
vous pouvez en fait créer des stratégies de permission, enfin d'autorisation en français, je crois, Ouais, et qui vous permettent qui vous permettent en fait de bloquer ou non et d'autoriser que certaines applications pour vos utilisateurs. L'avantage de ça, c'est que vous êtes capable de segmenter en fait à qui vous voulez donner accès à quoi. J'en parle un petit peu en conclusion là, sur les d'autres possibilités. J'en parlerai, je passe rapidement dessus dans la conclusion. D'accord, ok. Il y a vraiment, en tout cas au niveau du déploiement de ces applications, des applications, vous avez vraiment la main directement dans l'administration Teams pour ça. Ça répond à la question? Oui, merci. Super. Alors, là, je vous ai parlé vraiment de la création de Teams, donc un petit peu tous les outils, un petit peu toutes les considérations qu'il y a à prendre enfin, toutes les considérations qu'il faut prendre en compte pour justement trouver le bon compromis pour la création des utilisateurs, être suffisamment réactif et apporter de la valeur ajoutée à vos utilisateurs. Et donc maintenant, ce qu'on va regarder, c'est un petit peu cet aspect, finalement, fin de vie des équipes. J'ai créé mon équipe, elle a vécu, ça peut être un projet très court, de quelques semaines. D'ailleurs, est-ce qu'il y a besoin de créer des fois une équipe pour un projet de quelques semaines ou est-ce que c'est pas mieux d'un canal? Bref. Et puis, comme ça peut durer quelques mois, comme le groupe peut très bien durer pendant très, très, très longtemps. Une fois qu'en fait, vous avez fini avec vos équipes, vous êtes capable d'archiver directement une équipe. Donc, les équipes, en fait, sont autonomes là-dessus. Et vous pouvez très bien, en fait, les utilisateurs peuvent très bien, en fait, archiver directement leurs équipes. C'est ce qu'on voit sur la capture d'écran. Il suffit d'aller dans la gestion, en fait, des équipes. Et en fait, vous avez sur une équipe la possibilité d'archiver cette équipe-là. Une fois que l'équipe est archivée, on peut également la restaurer. Il n'y a pas de souci à ça. Mais ça permet justement de trier, en fait, toutes les équipes et que les utilisateurs aussi le fassent eux-mêmes. Alors ensuite, c'est quelque chose que vous pouvez automatiser, on va le voir juste après. Et donc, justement, avec la gestion des expirations des groupes Office 365. Là, c'est intéressant puisque ça permet à l'administrateur, en fait, de pouvoir mieux contrôler et de façon automatique la gestion des fins de vie des équipes. Donc ça, c'est quelque chose que vous pouvez gérer. Il vous faut par contre pour ça une licence Azure AD Premium. Si vous essayez d'y aller et que vous n'avez pas la licence, c'est pas compliqué. Vous trouverez tout simplement pas ça sera grisé en fait, les options sont grisées, donc c'est qu'il vous manquera une licence Azure AD Premium. Donc cette fonctionnalité-là permet en fait de simplement dire voilà, pendant combien de temps, et ça c'est quelque chose que vous pouvez aussi intégrer dans vos formulaires de création des équipes, c'est tout simplement combien de temps en fait le site a besoin d'être en vie. Est-ce que c'est éphémère ou est-ce que c'est quelque chose à plus long terme? Donc vous pouvez très bien dire voilà, mon site par défaut va vivre pendant 2 mois. Et en fait, à expiration de ces 2 mois-là, il y a une notification qui va être envoyée au propriétaire et qui permettra en fait de pouvoir juste indiquer, c'est un petit peu comme dans SharePoint, indiquer si l'équipe est encore en cours d'utilisation. Et donc l'équipe, dans ce cas-là, ne sera pas supprimée. Alors quand c'est supprimé, vous avez encore, il me semble de souvenir, 30 jours derrière pour pouvoir encore récupérer le site. Vous me confirmez, Seb et Sylvain? Ouais, c'est bien ça. 30 jours pour récupérer le groupe Office 365 derrière. Donc voilà, ça vous permet vraiment d'automatiser cette partie expiration. Alors il existe aussi dans les outils que je vous ai présentés tout à l'heure des fonctionnalités pour avoir une granularité même encore plus fine et puis avec d'autres conditions et puis d'autres façons de faire les choses. Mais ça permet déjà de pouvoir gérer ça automatiquement et pas avoir justement pléthore d'équipes, ces équipes qui vous prennent de la place et qui potentiellement vont vous prendre aussi beaucoup à gérer des groupes, donc des groupes derrière, des sites SharePoint, voire des collections de sites supplémentaires SharePoint, notamment pour les canaux privés. Et donc de pouvoir balayer un petit peu tout ça et pas vous retrouver dans 3-4 ans avec vraiment énormément de sites dans tous les sens, à plus savoir vraiment à quoi ils servent et si d'ailleurs ils sont toujours utilisés ou pas. Et donc de faire une grosse campagne pour savoir si les propriétaires sont toujours en vie dans votre entreprise, pour savoir si on doit garder ou pas, si on doit les archiver ou si on doit récupérer peut-être le contenu, etc. etc. Donc voilà là-dessus. Et du coup, je vais laisser... alors si déjà, est-ce que vous avez des questions peut-être dessus? Oui, bonjour. Julien, c'est Patrick. J'ai une question concernant le quota. Est-ce qu'il y a un quota
par Teams? Et si oui, sur quoi il se base? Sur le quota d'utilisateurs du propriétaire? En termes d'espace disque, en fait, pour mettre tes documents, c'est ça? Oui, c'est ça. Alors, en fait, ça va être lié à tes quotas SharePoint Online. Silver va être partagé. Donc, en fait, il n'y a pas vraiment de tes quotas, c'est vraiment ceux que tu as pour les SharePoint Online, sachant que tous les fichiers, pour rappel, d'une équipe sont hébergés dans SharePoint Online. Donc, ce sont les mêmes quotas qui vont venir s'appliquer dessus. Voilà. Par défaut, aujourd'hui, les collections de sites n'ont pas de quota fixé. C'est-à-dire que vous avez un gros pool, vous avez 1 Tera, vous avez 1 Tera et vous mangez dans le Tera. Et justement, par défaut, quand vous créez un tenant, vous avez 2 bases 1 Tera d'espace, quand vous êtes sur les offres entreprises. Et après, on va rajouter, je crois, 5 gigas par licence utilisateur. C'est ça. Vous faites la multiplication et vous obtenez le pool total de volume que vous pourriez avoir. Si d'aventure il se révélait que ce n'était pas suffisant, vous pouvez toujours acheter de l'espace disque auprès de Microsoft. J'avais calculé à l'époque que ça allait coûter quelque chose comme 2000 € du Tera d'espace disque par an. Ce qui n'est pas très cher quand on y réfléchit bien. Sachant que vous payez ça au mois par giga. Donc vous pouvez aller vraiment très très fin sur votre gestion de volume de stockage. Voilà. Et c'est justement là que c'est important, justement, en termes de gouvernance, d'avoir un suivi sur les contenus, sur ce que vous hébergez, mais pas qu'au niveau de Teams. Hein, on aurait les mêmes considérations de gouvernance sur la mise en place des équipes, d'équipes ou de sites dans SharePoint. Ça serait les mêmes considérations. Est-ce que c'est bon pour tout le monde ou est-ce qu'on a d'autres questions? Merci Patrick pour ta question en tout cas. Merci à vous pour les réponses. Bon, Silver, je te laisse faire la conclusion. Merci à tous. Et bien, super, je vais donc conclure. Un point qu'on n'a pas traité dans le cadre de la gouvernance Teams, ça va être tout ce qui va être le suivi. Le suivi de l'utilisation, le suivi de l'adoption, etc. Dans les interfaces d'administration, parce qu'il y en a plusieurs, on a accès à des graphiques et à des rendus qui nous permettent de visualiser notamment l'adoption de l'utilisateur. Donc on va voir le nombre de personnes qui se sont connectées à Teams les X derniers jours pour pouvoir voir, ok, j'ai 200 connexions seulement à Teams alors que c'est censé être déployé à toute l'entreprise. J'ai peut-être un petit souci dans la communication que j'ai fait autour de l'outil, la formation, etc. Donc ça me permet un petit peu de pouvoir recentrer ou de pouvoir détecter les problématiques d'adoption et de renvoyer un petit peu de la communication, éventuellement refaire des petites sessions de formation de mes utilisateurs, de mes power users, etc. Ça me permet aussi de voir les usages. Hein. Il y a du reporting qui nous permet de savoir est-ce que c'est plus utilisé en chat de canal, en chat one-to-one, ou est-ce que il y a vraiment beaucoup d'utilisation sur la partie fichier. Donc on peut avoir ça aussi dans les rapports qui existent nativement. Et ça pourrait aussi, dans certains cas, nous permettre de voir est-ce que j'ai pas trop de licences ou pas assez de licences par rapport à mes usages. Sur certains tenants sur lesquels je passe, je vois des licences, les fameuses licences Teams gratuites. Ça, souvent, quand on n'a plus de licence et qu'une personne se connecte avec son compte d'entreprise, elle se voit attribuer cette fameuse licence Teams gratuite qui a des limitations. Par exemple, Patrick a posé la question de la limitation de stockage. Quand on est sur une licence payante, on a celle de notre SharePoint site. Quand on est sur la licence gratuite, on va avoir une limitation de 10 gigas qui va être appliquée sur cette licence-là. Donc, ça peut nous permettre, le reporting de licence et d'usage Teams, de remonter ce type d'informations. Attention sur tout ce qui est reporting natif dans les interfaces Office 365. On garde que 180 jours d'historique. Donc, si vous voulez conserver plus, ça va être à vous de mettre en place un mécanisme pour extraire ces données d'usage. Quelques exemples d'interfaces que l'on peut avoir. Là, vous voyez typiquement un reporting sur l'activité
les dernières activités des 30 derniers jours sur Teams. Donc là, ça nous permet d'avoir le volume d'activité sur les 30 derniers jours, jour après jour. Celui-là, il se trouve dans le centre d'administration de Microsoft 365 et on vous a mis le chemin complet. Donc vous cliquez ici sur rapport. Après, dans rapport, vous cliquez sur ici un rapport et en bas. Après, dans utilisation. Et puis une fois que vous êtes dedans, vous allez sélectionner Teams. Vous avez des rapports d'utilisation sur Exchange, sur Yammer, etc. Là, vous cliquez Teams et derrière, vous allez un petit peu jongler 7 jours, 30 jours, 90 jours ou 180 jours. 180 jours, encore une fois, étant la donnée maximale en termes de temps. Vous ne pourrez pas remonter au-delà. Si vous voulez plus de journées, ce sera à vous de mettre en place le mécanisme qui va bien. On a également dans l'interface, ce coup-ci, d'administration de Microsoft Teams, la possibilité d'avoir des rapports. Alors là, on est un peu plus limité en termes de journées. On est à 90 jours. Donc 3 mois, là pareil, si vous voulez plus que ça va être à vous de mettre en place ce fameux mécanisme pour récupérer la donnée et pouvoir avoir plus que 3 mois. Il y a plusieurs rapports aussi là qui sont présents. On va aussi avoir des rapports d'usage, mais on va avoir des rapports par exemple de périphériques. Est-ce que mes utilisateurs sont plus sur Windows, sur Mac, sur iOS, sur Android, etc. Donc là pareil, dans l'interface d'administration de Microsoft Teams, vous avez un jeu de reporting, de rapports qui sont présents. Une autre possibilité, ça va être d'utiliser l'app Microsoft 365 Usage Analytics qu'on va consommer dans Power BI. Donc Microsoft le met assez souvent à jour. Ça va nous permettre d'avoir des rapports qui sont, alors je ne sais pas si on le voit bien là sur l'écran, mais ça nous permet d'avoir un reporting un petit peu plus avancé, un petit peu plus sexy. Alors par défaut, ce Microsoft 365 Usage Analytics, pareil, fait plusieurs produits, Exchange, OneDrive, SharePoint, etc. Mais on a aussi un onglet dédié à Teams. Et le gros avantage aussi de ça, c'est que vous allez pouvoir construire vos propres rapports. Et là, du coup, y insuffler votre propre logique en fonction des besoins de votre entreprise. Ces rapports, d'ailleurs, peuvent être publiés. Alors attention, Power BI, c'est soumis à un licensing à part. Vous allez pouvoir utiliser Power BI Desktop sans licensing particulier. Par contre, dès que vous allez vouloir publier vos rapports dans des environnements, des pages SharePoint ou autres, ou si vous voulez utiliser certains connecteurs premium, vous allez devoir là absolument avoir une licence Power BI. Un dernier point, un dernier élément, alors Julien en a parlé un petit peu, c'était la question de Cécile, si je ne me trompe pas. C'est comment est-ce que potentiellement je peux un petit peu régir ou limiter les usages au sein de Teams. Typiquement, pour le déploiement d'une application, on a ce qu'on appelle des stratégies. Donc, dans l'interface d'administration de Microsoft Teams, vous allez avoir des stratégies qui vont pouvoir vous permettre de contrôler un petit peu les réunions, par exemple, ou contrôler ce que les gens peuvent envoyer dans les chats. Est-ce que j'ai le droit d'envoyer des emojis, les fameux, des gifs plutôt, pardon, excusez-moi, les petits bonhommes animés, etc. Est-ce que j'ai le droit ou non d'en envoyer? Est-ce que je peux utiliser, par exemple, est-ce que j'ai la fonctionnalité qui me permet d'avoir un preview d'un site web que je mets? Ça peut s'activer ou non? Est-ce que je vais avoir le droit, dans le cadre de cette réunion, par exemple, de partager mon écran ou non, d'enregistrer la présentation ou non? Donc là, ça vous permet de définir une stratégie, alors soit qui va être globale à toute votre entreprise et donc tous vos utilisateurs, ou alors cette stratégie, elle peut être limitée à un pool d'utilisateurs. Dans le cadre de la question de Cécile, c'est ça qu'on utiliserait. On va créer une stratégie, on va définir les utilisateurs qui auraient le droit d'utiliser SalesTeam, et uniquement ces personnes-là y auraient accès alors que les autres n'auraient pas accès à ça. Donc là, pareil, les possibilités sont assez larges. Je ne vais pas passer au travers de toutes les possibilités, mais globalement, on a gestion des réunions, gestion des applications, gestion des événements comme aujourd'hui, du messaging et des fonctionnalités un petit peu globales disponibles à mes utilisateurs. J'ai terminé avec la conclusion. Si vous avez des questions, alors sur la gouvernance principalement, mais globalement aussi sur Teams, n'hésitez pas. Julien, Sébastien et moi-même sommes disponibles et on peut répondre à vos questions.